Au cœur de l'Afrique coule un fleuve si puissant qu'il déverse chaque seconde des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau dans l'océan Atlantique. À des milliers de kilomètres de là, le Sahara grignote d'anciennes terres agricoles, tandis que le lac Tchad lutte pour sa survie. Depuis des décennies, ingénieurs et gouvernements étudient une idée extraordinaire: capter une partie des eaux du bassin du Congo, les acheminer vers le nord et les utiliser pour recréer des lacs, des cultures et des corridors écologiques dans les régions les plus arides du continent. Ce projet nécessiterait des canaux plus longs que certains pays, d'immenses barrages et des accords entre de nombreuses nations. Son ampleur semble tout droit sortie d'une civilisation future. Pourtant, ces plans ont commencé à se concrétiser il y a plus de 40 ans. La question centrale demeure: le fleuve Congo peut-il véritablement redonner vie au Sahara? Le fleuve Congo traverse le continent africain en un vaste arc avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Son bassin couvre plus de 3,5 millions de kilomètres carrés et s'étend sur les territoires de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de l'Angola, de la Zambie, de la Tanzanie, du Cameroun, du Burundi, du Rwanda et de la République centrafricaine. Son cours principal reçoit les eaux d'un immense réseau d'affluents. Certains prennent leur source au nord de l'équateur, d'autres au sud, une répartition qui compense en partie les variations saisonnières. Lorsque les précipitations diminuent dans une zone, d'autres régions du bassin peuvent continuer à alimenter le débit. Cette caractéristique fait du Congo l'un des fleuves les plus constants et les plus volumineux au monde. Près de son embouchure, le débit moyen est d'environ 40 000 mètres cubes par seconde, bien que les mesures varient selon le lieu, la période de l'année et les conditions météorologiques. Seule l'Amazone transporte un volume d'eau supérieur. Une part considérable de cette eau provient des eaux de pluie recyclées par la forêt tropicale, les marais intérieurs et les masses d'air humides circulant au-dessus de l'Afrique centrale. La forêt tropicale du Congo fonctionne comme une vaste infrastructure biologique. Les arbres absorbent l'eau du sol et la libèrent dans l'atmosphère par transpiration. La vapeur d'eau forme des nuages, alimente les précipitations et maintient un circuit dynamique reliant la végétation, le sol, les rivières et l'atmosphère. De vastes zones humides stockent l'eau pendant la saison des pluies et la libèrent lentement, amortissant ainsi les fluctuations de débit. Au sein de ce système se trouve la cuvette centrale, une vaste dépression recouverte de forêts marécageuses et de tourbières. Sous sa surface se cachent d'énormes réserves de carbone organique. La stabilité de ce territoire repose sur la permanence de l'eau et un équilibre délicat entre les crues, la végétation et la température. Le Congo représente donc bien plus qu'un fleuve se jetant dans la mer. Il est l'artère principale d'un système écologique complexe qui influence le climat régional, abrite des habitats extraordinaires et fait vivre des millions de personnes. À première vue, son débit semble si abondant que le prélèvement d'une infime partie pourrait paraître insignifiant. Cette impression a donné lieu à de nombreux projets de transfert d'eau. Si le fleuve déverse des dizaines de milliers de mètres cubes par seconde dans l'Atlantique, en détourner une partie vers une région aride pourrait sembler une solution logique pour redistribuer une ressource mal répartie. Cependant, le projet Transaqua ne prévoit pas l'installation d'un pipeline à l'embouchure du fleuve pour pomper l'eau vers le nord. Cette solution nécessiterait de pomper l'eau à plus de 1000 mètres de profondeur et de la transporter sur une distance immense, avec une consommation d'énergie quasi ingérable. Le projet vise plutôt à intercepter plusieurs affluents septentrionaux du fleuve Congo avant qu'ils n'atteignent le cours principal. Des fleuves comme l'Ubangi, le Koto, le Mbomu, l'Uele et d'autres cours d'eau du nord-est du pays figurent parmi les solutions alternatives étudiées. Nombre d'entre eux coulent relativement près de la ligne de partage des eaux séparant le bassin du Congo de celui du Chari, principale source d'eau du lac Tchad. La topographie permettrait un transfert d'eau partiel par gravité, réduisant ainsi le besoin de pompage continu. Dans sa version la plus ambitieuse, le projet Transaqua prévoit la construction de barrages sur plusieurs affluents, la régulation de leur débit et la collecte d'une partie de l'eau dans un canal navigable d'environ 2400 km de long. Ce canal suivrait les courbes de niveau jusqu'à la ligne de partage des eaux. L'eau s'écoulerait ensuite dans le bassin du Chari pour finalement atteindre le lac Tchad. Le canal remplirait plusieurs fonctions simultanément. Il servirait de conduite d'eau, de voie de navigation intérieure, de source d'énergie hydroélectrique et de plateforme pour de nouvelles activités agricoles. Certains récits historiques évoquent la construction de routes, de ports, d'industries et de villes le long de son tracé.
Son objectif serait de transformer une bande isolée d'Afrique centrale en un corridor économique transcontinental. Les produits agricoles pourraient être transportés par voie fluviale, des barrages produiraient de l'électricité, et les régions intérieures seraient reliées à des marchés lointains. L'eau transférée alimenterait de nouveaux projets d'irrigation en République centrafricaine, au Tchad et dans d'autres territoires du Sahel. Cette proposition a été élaborée dans les années 1980 par la société italienne Bonifica. Depuis, elle a refait surface périodiquement lors de conférences internationales, de réunions gouvernementales et dans le cadre d'études préliminaires. La commission du bassin du lac Tchad a soutenu l'étude des transferts interbassins et, en 2018, des accords ont été signés pour faire progresser les études de faisabilité. Malgré cela, la construction de ce projet colossal est loin d'avoir commencé et continue de soulever de nombreuses questions techniques, financières, politiques et environnementales. La principale difficulté réside dans son ampleur. Un canal visible depuis l'espace traverserait des forêts tropicales humides, des savanes, des rivières et des régions aux infrastructures limitées. Il devrait fonctionner pendant des décennies dans des territoires touchés par des conflits, l'érosion, la sédimentation et des changements climatiques extrêmes. Il nécessiterait également une coopération internationale sans précédent. L'eau proviendrait d'un groupe de pays, traverserait d'autres pays et apporterait des bienfaits à différentes régions. Chaque gouvernement serait en droit d'exiger de l'électricité, des routes, des droits de navigation, une compensation financière et des garanties environnementales. Le Congo possède suffisamment d'eau pour inspirer de grands rêves, mais cette abondance apparente masque une réalité complexe. Chaque mètre cube d'eau remplit une fonction essentielle avant d'atteindre l'océan. Il maintient les zones humides, transporte les sédiments, permet la migration des poissons, régule la salinité des estuaires et fait vivre les communautés riveraines. La possibilité matérielle d'extraire cette eau n'est que le point de départ du problème. La principale destination des eaux détournées serait le lac Tchad, situé dans une dépression peu profonde entre le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Contrairement au lac entouré de montagnes, son contour peut varier sur des dizaines de kilomètres avec de faibles variations du niveau d'eau. Une différence de quelques mètres seulement transforme des zones ouvertes en marécages, en îles ou en plaines couvertes de végétation. Le lac n'a pas d'exutoire permanent vers la mer. L'eau arrive principalement par le système fluvial du Chari et du Logone. Elle est ensuite perdue par évaporation, infiltration et consommation humaine. Cette situation fait du lac un indicateur précieux de l'équilibre entre les pluies tropicales du Sud et l'aridité du Sahara. Son histoire montre qu'il n'a jamais été une étendue d'eau stable. Pendant la période humide africaine, qui a débuté après la dernière glaciation, les pluies de mousson pénétraient beaucoup plus au nord. À cette époque, existait le Méga-Tchad, un lac intérieur qui couvrait peut-être des centaines de milliers de kilomètres carrés. Sa superficie était comparable à celle de certaines mers actuelles. Des vestiges de ce passé apparaissent dans d'anciens sédiments, des plages surélevées, des dépôts coquillers et des lits de rivières abandonnés. Dans des régions aujourd'hui arides, subsistent des traces de rivières, de zones humides et de communautés humaines qui vivaient autrefois au milieu de la vie aquatique. Le changement a commencé lorsque les variations de l'orbite terrestre ont progressivement réduit le rayonnement solaire atteignant l'hémisphère nord durant l'été. La mousson africaine s'est affaiblie, les précipitations se sont déplacées vers le sud, et l'immense lac s'est fragmenté. Le Sahara a peu à peu acquis son aspect actuel. Le lac Tchad contemporain représente le dernier vestige visible de cette période humide. Son existence dépend des précipitations à des centaines de kilomètres au sud, notamment dans les hauts plateaux qui alimentent les fleuves Chari et Logone. Au cours du XXe siècle, le lac a subi une transformation rapide. Au début des années 1960, une période relativement humide a permis à sa superficie d'atteindre environ 25 000 km². Les sécheresses des décennies suivantes ont drastiquement réduit les apports d'eau. Parallèlement, les prélèvements pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau potable et l'agriculture ont augmenté. Les images satellites ont montré une réduction spectaculaire de la superficie d'eau libre, un phénomène souvent décrit comme une perte de près de 90%. Cependant, ce chiffre doit être replacé dans son contexte. Le lac est extrêmement peu profond et se compose d'eau libre, de marais, de chenaux, d'îles et de végétation inondée. Mesurer uniquement la surface libre peut donner l'impression qu'elle a presque disparu, alors qu'une partie importante du système a continué d'exister sous forme de zones humides saisonnières. Des études récentes montrent une évolution plus complexe qu'une disparition linéaire. Après les grandes sécheresses des années 1970 et 1980,
certaines zones ont récupéré de l'eau lors des saisons des pluies. Le secteur sud bénéficie d'un niveau d'eau plus constant, tandis que le secteur nord ne se remplit que lorsque le niveau d'eau permet le passage d'une barrière naturelle, appelée la Grande Barrière. La véritable crise réside dans l'instabilité. Agriculteurs, pêcheurs et éleveurs doivent s'adapter à un paysage en perpétuelle mutation. Une zone arable peut être inondée une saison et s'assécher la suivante. Un chenal de pêche peut être obstrué par la végétation. Une île peut se connecter au continent, modifiant ainsi les routes, les frontières et les droits fonciers. Des dizaines de millions de personnes vivent autour du bassin. L'agriculture, l'élevage et la pêche dépendent des cycles de l'eau. Le rétrécissement du lac coïncide également avec une croissance démographique rapide, la dégradation des sols, la pauvreté, les déplacements de population et les conflits armés. La concurrence pour les terres fertiles et les ressources en eau exacerbe les tensions entre les communautés qui utilisent le même territoire de manière différente. La Commission du bassin du lac Tchad travaille actuellement sur des projets de conservation, de gestion de l'eau, de stabilisation régionale et de restauration des fonctions écologiques et économiques du système. Ces initiatives démontrent que le problème exige des actions multiples et non un simple transfert d'eau depuis le Congo. L'idée de remplir le lac est séduisante car elle offre une solution concrète. L'eau détournée permettrait d'étendre la zone inondée, de stabiliser certains canaux et d'accroître potentiellement les ressources en eau pour l'irrigation. Un apport régulier réduirait également la dépendance aux précipitations irrégulières. Cependant, remplir le lac Tchad revient à verser de l'eau sur une plaque chauffante géante. Dans une grande partie de la région, l'évaporation potentielle peut dépasser 2000 mm par an. Une plus grande quantité d'eau exposerait une plus grande surface au soleil et au vent, augmentant ainsi les pertes atmosphériques. C'est pourquoi le succès de Transaka dépendrait du volume d'eau transféré et de sa gestion. Un faible apport pourrait disparaître par évaporation ou être rapidement absorbé par de nouveaux besoins agricoles. Un apport trop important perturberait les zones humides, les zones habitées et les écosystèmes adaptés à la faible profondeur du lac. L'objectif ne serait pas de reconstituer le méga-Tchad préhistorique. Reconquérir une superficie de centaines de milliers de kilomètres carrés nécessiterait d'inonder des villes, des routes, des champs et des territoires habités par des millions de personnes. L'objectif réaliste serait de stabiliser certaines zones du lac et d'assurer un débit plus prévisible. Cette distinction est cruciale. Redonner vie au Sahara ne signifie pas transformer chaque dune en forêt tropicale. Il s'agit de restaurer des corridors écologiques, des prairies, des zones humides et des terres agricoles dans la zone de transition entre le désert et les savanes tropicales. La transformation commencerait au Sahel, une bande semi-aride s'étendant d'ouest en est à travers le continent. Là, quelques centaines de millimètres d'eau supplémentaires peuvent séparer les sols fertiles des terres dégradées. L'eau du Congo aurait son plus grand impact dans cette zone de transition climatique, où la végétation peut encore réagir rapidement. Le lac Tchad servirait de réservoir, de régulateur et de centre de distribution. À partir de ses rives, des canaux secondaires, des projets d'irrigation et des systèmes d'approvisionnement en eau pourraient être développés. Les zones humides attireraient les oiseaux, les poissons et le bétail. La végétation réduirait l'érosion et contribuerait à stabiliser les sols. Cependant, l'eau seule ne suffit pas à reconstruire une région. L'irrigation sans drainage peut entraîner une accumulation de sel et transformer des terres fertiles en surfaces arides. L'expansion agricole peut détruire les zones humides. Les grands réservoirs peuvent déplacer des populations et favoriser la propagation de maladies transmises par les insectes ou les escargots aquatiques. Le lac Tchad illustre la mince frontière entre restauration et dégradation. Une augmentation du débit pourrait assurer la survie de millions de personnes, mais une mauvaise planification engendrerait de nouveaux conflits liés au contrôle des canaux, des terres et des barrages. La question n'est alors plus de savoir dans quelle mesure le lac peut s'étendre. Le véritable enjeu est de déterminer qui contrôlera l'eau, quelle quantité chaque territoire recevra, et quels écosystèmes devront être sacrifiés pour maintenir son débit. L'idée d'acheminer l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad repose sur une caractéristique fondamentale de la géographie africaine. Une ligne de partage des eaux sépare les cours d'eau se jetant dans l'Atlantique de ceux qui se jettent dans la dépression fermée du Tchad. Dans plusieurs zones, cette ligne traverse des plateaux et des savanes relativement proches des affluents septentrionaux du fleuve Congo. Transaka tirerait parti de cette particularité grâce à un vaste réseau d'ouvrages interconnectés. Les versions les plus connues du projet proposent de capter une partie du débit de plusieurs fleuves, de la stocker dans des réservoirs et de la transporter par un canal d'environ 2400 km jusqu'aux sources du Chari.
De là, l'eau suivrait des cours d'eau naturels vers le lac Tchad. Le projet n'envisage pas de détourner le cours principal du fleuve Congo. Ce grand fleuve est trop éloigné, traverse des zones de faible altitude, et son volume est trop important pour être pompé de manière rentable vers le Sahel. L'eau serait puisée dans des affluents situés à plus haute altitude, notamment dans les régions nord et du bassin. Le canal devra épouser fidèlement les contours du terrain. Chaque section devra présenter une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler par gravité, mais suffisamment douce pour éviter des courants trop forts. Une pente excessive éroderait les berges, charrierait d'importantes quantités de sédiments et endommagerait les écluses. Une pente insuffisante entraînerait la stagnation de l'eau et nécessiterait l'installation de stations de pompage. Le projet prévoit des barrages de régulation qui stockeraient une partie du débit pendant la saison des pluies. Ces ouvrages permettraient de réduire les variations saisonnières et d'assurer le fonctionnement du canal, même en période de sécheresse. Certains barrages pourraient également produire de l'électricité en exploitant les dénivellations le long du tracé. L'hydroélectricité jouerait un rôle stratégique, alimentant les systèmes de pompage, les villes, les industries, les ports et les réseaux d'irrigation. Dans les zones où de grandes agglomérations ne bénéficient toujours pas d'un approvisionnement électrique stable, la construction de centrales hydroélectriques pourrait transformer les économies régionales bien avant que l'eau n'atteigne le lac Tchad. Le canal serait également navigable. Des barges pourraient transporter des céréales, des matériaux de construction, des machines et des minéraux entre des régions qui dépendent actuellement de routes coûteuses ou saisonnières. La République centrafricaine et l'intérieur de la République démocratique du Congo bénéficieraient ainsi d'une voie commerciale vers le nord et l'ouest du continent. Cette combinaison d'eau, de transport et d'énergie explique pourquoi le Transaqua est souvent décrit comme un corridor de développement et non comme un simple projet d'ingénierie hydraulique. Ses partisans affirment que le canal pourrait intégrer des marchés distincts, réduire l'isolement des communautés rurales et favoriser l'émergence de centres industriels à proximité des réservoirs. Le projet demeure cependant au stade des études et des débats. L'ampleur des travaux, leurs impacts potentiels et la complexité des relations entre les pays concernés empêchent de le considérer comme un projet de construction immédiat. Le canal de 2400 km reste une proposition, bien qu'il ait reçu un soutien politique et ait fait l'objet d'accords visant à évaluer sa faisabilité. La première difficulté consisterait à déterminer précisément la quantité d'eau pouvant être détournée sans nuire au bassin d'origine. Les chiffres moyens concernant le fleuve Congo donnent une impression d'abondance, mais les affluents choisis présentent des variations bien plus importantes que le fleuve principal. En période de sécheresse régionale, le volume disponible pourrait diminuer précisément au moment où le Sahel a le plus besoin d'eau. Chaque barrage modifierait la dynamique naturelle du cours d'eau concerné. Les réservoirs retiendraient les sédiments qui fertilisent normalement les plaines inondables. Ils modifieraient également la température de l'eau, les routes migratoires des poissons et les rythmes saisonniers qui régulent la reproduction de nombreuses espèces. Les grands fleuves tropicaux connaissent des crues et des décrues selon des rythmes qui organisent toute la vie qui les entoure. Les crues relient les lagunes, les plaines inondables et les cours d'eau secondaires. Les poissons pénètrent dans les zones temporairement inondées, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Lorsque le niveau de l'eau baisse, ils retournent dans les chenaux principaux et assurent la pérennité des pêcheries dont dépendent des communautés entières. Un barrage qui libère un débit uniforme peut produire de l'électricité efficacement, mais il élimine une partie de cette variabilité. Le courant persiste, même s'il ne se comporte plus comme le fleuve auquel les espèces se sont adaptées pendant des millénaires. La construction de canaux créerait également une bande continue, traversant des territoires largement préservés. Routes de service, camps, ports et lignes électriques faciliteraient l'accès à des forêts auparavant isolées. Cette nouvelle connectivité pourrait stimuler le commerce légal, mais aussi l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière non contrôlée, le braconnage et l'accaparement des terres. Le climat lui-même constituerait un autre défi. Les pluies tropicales peuvent éroder les berges, envaser les canaux et endommager les ouvrages inachevés. La végétation aquatique proliférerait rapidement dans les eaux lentes et chaudes. Les plantes flottantes pourraient obstruer les écluses, réduire la circulation et accroître les pertes d'eau par évapotranspiration. L'entretien serait aussi important que la construction. Des milliers de kilomètres de canaux nécessiteraient un dragage constant, une surveillance des barrages, la réparation des vannes et la lutte contre les espèces envahissantes. Une interruption prolongée sur une section critique pourrait réduire le débit de l'ensemble du réseau. La sécurité ajouterait une difficulté supplémentaire.
Certaines zones traversées par le projet ont souffert de conflits armés, de déplacements de population et d'une faible présence institutionnelle. Protéger une infrastructure linéaire aussi étendue exigerait des accords stables, des forces coordonnées et des mécanismes pour empêcher que la gestion de l'eau ne devienne un instrument de pression politique. Le financement devrait être assuré pendant plusieurs décennies. Le coût final dépendrait du tracé, du nombre de barrages, des compensations sociales, des centrales hydroélectriques et des infrastructures complémentaires. Les estimations citées pour le projet atteignent des dizaines de milliards de dollars, mais une évaluation définitive nécessiterait des études topographiques, hydrologiques, géologiques et environnementales beaucoup plus détaillées. Un projet de cette envergure ne pourrait pas non plus dépendre d'un seul pays. L'eau serait prélevée sur des territoires appartenant à certaines nations, traverserait d'autres et bénéficierait directement à des communautés beaucoup plus au nord. Les États donateurs du bassin pourraient juger injuste de supporter les impacts, tandis que d'autres en récoltent les principaux bénéfices. La répartition de l'électricité, des recettes de navigation et des terres agricoles devrait être négociée avant le début des travaux. Il serait également nécessaire d'établir des règles pour les périodes de sécheresse. En période de faible débit d'eau, chaque pays tenterait de protéger ses villes, ses cultures et ses centrales électriques. Transaka ferait de l'eau un élément central de la politique africaine. Son fonctionnement reposerait sur des traités capables de résister aux changements de gouvernement, aux crises économiques et aux conflits régionaux. Si le ciment peut durer un siècle, les accords humains devraient être constamment renouvelés. Même en surmontant ces difficultés, l'arrivée d'eau au lac Tchad ne constituerait qu'une étape. Pour une restauration durable, le débit devrait être distribué par des systèmes d'irrigation efficaces, des réseaux de drainage, des réserves écologiques et une réglementation limitant les prélèvements. Sans ces mesures, l'augmentation de l'offre engendrerait une hausse immédiate de la demande. De nouveaux champs, villes et élevages consommeraient l'eau supplémentaire. Le lac pourrait alors recevoir un afflux important et subir une pression croissante. Ce phénomène se produit dans de nombreuses régions arides. L'expansion d'une ressource en eau entraîne celle de l'activité économique qui en dépend. Après quelques années, la consommation atteint à nouveau la limite des ressources disponibles. La solution initiale crée une nouvelle pénurie à plus grande échelle. La véritable conception de Transaqua devrait aller bien au-delà du canal. Ce système comprendrait des institutions capables de mesurer chaque prélèvement, de protéger les débits environnementaux, de régler les différends et d'adapter les livraisons aux conditions météorologiques. L'infrastructure visible serait une conduite d'eau traversant l'Afrique. L'infrastructure essentielle résiderait dans les accords, les capteurs, les réglementations et les agences chargées de sa gestion. L'eau du Congo aurait son plus grand potentiel de transformation au Sahel, cette bande de terre bordant le désert au sud et qui bénéficie encore de pluies saisonnières. Le Sahel est une zone de transition. Au nord, les paysages désertiques dominent, avec des précipitations rares et irrégulières. Au sud, des savanes apparaissent, où la saison des pluies permet la croissance d'herbes, d'arbustes et d'arbres épars. Entre ces deux paysages, de faibles variations de précipitations et de la qualité des sols engendrent des changements considérables. Un territoire recevant 200 mm de pluie par an se comporte très différemment d'un territoire en recevant 400. Cette différence peut déterminer la présence de pâturages permanents, de cultures pluviales ou de surfaces dénudées exposées au vent. L'eau transférée pourrait renforcer cette bande de terre grâce à des canaux, des réservoirs et des zones irriguées. Plutôt que de créer une unique étendue d'eau intérieure, il serait plus efficace de répartir cette ressource dans des corridors productifs à proximité des zones habitées. Les zones irriguées permettraient la culture de céréales, de légumineuses, de fruits et de légumes pendant des périodes plus longues. La production ne dépendrait plus entièrement d'une saison des pluies de plus en plus aléatoire. Une meilleure sécurité alimentaire réduirait la nécessité de vendre du bétail ou d'abandonner des communautés après une sécheresse. Les réservoirs et les canaux pourraient également favoriser la création de ceintures forestières. Les arbres adaptés aux milieux arides stabiliseraient le sol, réduiraient la vitesse du vent et fourniraient ombre, fruits, bois et fourrage. Leurs racines amélioreraient l'infiltration et contribueraient à conserver l'humidité autour des cultures. Cependant, planter des arbres au Sahel exige bien plus que de l'eau. Chaque espèce a besoin de température, de sol et de profondeur de nappe phréatique compatibles avec sa physiologie. Les plantations uniformes sont souvent sujettes aux ravageurs, aux incendies et à une forte mortalité. Les systèmes mixtes, composés de cultures, d'arbustes et d'arbres indigènes, offrent une plus grande résilience.
La restauration des terres dépend également de l'état du sol. Dans de nombreuses régions dégradées, la pluie tombe sur une surface imperméable et ruisselle avant de s'infiltrer. Des techniques de gestion des ressources en eau, telles que les petits fossés, les fossés en terre, les terrasses et les fosses de plantation, ralentissent le ruissellement et concentrent les nutriments. Ces interventions peuvent paraître modestes comparées à un canal continental, mais elles déterminent la quantité de végétation que chaque mètre cube peut supporter. Un projet massif de distribution d'eau par submersion entraînerait des pertes considérables par évaporation. Un réseau d'irrigation goutte à goutte, des réservoirs couverts et des cultures adaptées permettrait de produire plus de nourriture avec un volume moindre. La Banque mondiale et les organisations régionales ont promu une stratégie d'irrigation pour le Sahel qui combine investissements publics, systèmes gérés par les agriculteurs et modèles adaptés à chaque paysage. Cette approche reflète une réalité cruciale. L'expansion de l'irrigation nécessite des institutions, de l'entretien, un accès à l'énergie, des financements ruraux et des marchés capables d'absorber la production. L'arrivée de l'eau pourrait créer un cercle vertueux. Les cultures couvriraient le sol, réduisant l'érosion et enrichissant la matière organique. La végétation augmenterait la rugosité de la surface et atténuerait les tempêtes de poussière. Les arbres libéreraient de l'humidité dans l'atmosphère et créeraient des environnements locaux plus frais. À petite échelle, ces effets peuvent modifier le microclimat. Une surface végétalisée absorbe et distribue l'énergie solaire différemment d'un sol nu. Une partie de la chaleur est utilisée pour l'évaporation de l'eau, abaissant la température près du sol. L'ombre protège l'humidité et permet l'activité des micro-organismes. À l'échelle régionale, la relation devient plus complexe. La végétation peut favoriser le recyclage de l'humidité, mais elle doit d'abord être alimentée en eau. La circulation atmosphérique du Sahara est dominée par des systèmes beaucoup plus vastes, notamment la mousson d'Afrique de l'Ouest, les anticyclones subtropicaux et les températures atlantiques. Un corridor irrigué pourrait accroître l'humidité locale sans modifier profondément le climat de l'ensemble du désert. Transformer le Sahara exigerait de modifier des processus atmosphériques qui s'étendent sur des millions de kilomètres carrés. L'histoire de l'Afrique démontre qu'un Sahara verdoyant nécessite des conditions planétaires favorables. Durant la période humide africaine, les variations de l'orbite terrestre ont intensifié les pluies de mousson. La végétation s'est développée grâce aux précipitations reçues sur une vaste zone. Un canal moderne n'a pas le volume nécessaire pour reproduire ce mécanisme. La différence se mesure au bilan hydrique. 1 mm de pluie sur 1 km² équivaut à 1 million de litres. Si l'on tentait d'ajouter seulement 100 mm par an sur 1 million de km², il faudrait 100 milliards de mètres cubes d'eau. Le Sahara couvre une superficie de près de 9 millions de km². Maintenir artificiellement une végétation modérée sur une partie importante du désert consommerait des volumes d'eau comparables à ceux de certains des plus grands fleuves de la planète. De plus, une grande partie de l'eau s'évaporerait avant de pouvoir produire de la biomasse. Les températures élevées, l'air sec et les vents violents assèchent les sols, les plantes et les réservoirs. Chaque hectare de terre cultivée nécessiterait des apports répétés. C'est pourquoi le projet devrait se concentrer sur des zones spécifiques. Les vallées, les dépressions, les lits de rivières abandonnés et les sols plus fertiles offriraient de meilleurs résultats que les vastes champs de dunes. Les dunes mouvantes sont pauvres en nutriments et ont une faible capacité de rétention d'eau. Une irrigation intensive permettrait la croissance temporaire de certaines plantes, mais leur maintien exigerait un apport constant. À l'arrêt de l'irrigation, la végétation régresserait. Les anciennes plaines inondables du Sahel offrent des conditions plus favorables. Nombre d'entre elles contiennent des sédiments fins, des nappes phréatiques peu profondes et des communautés habituées à combiner agriculture, pêche et pâturage. Là, un apport d'eau supplémentaire pourrait multiplier la productivité sans nécessiter la construction d'un système entièrement artificiel. L'eau pourrait également recharger les nappes phréatiques. Les canaux non revêtus perdraient une partie de leur contenu par infiltration, un phénomène considéré comme inefficace du point de vue du transport, mais potentiellement utile pour augmenter les réserves d'eau souterraines. Les puits situés à proximité permettraient de conserver l'eau plus longtemps, réduisant ainsi la dépendance aux réservoirs à ciel ouvert. La recharge des nappes phréatiques nécessiterait une surveillance attentive. Une nappe phréatique trop élevée peut faire remonter les sels minéraux à la surface. Lorsque l'eau s'évapore, les sels se concentrent dans le sol et en réduisent progressivement la fertilité. La salinisation représente l'un des plus grands dangers pour l'agriculture en climat aride. L'eau d'irrigation contient toujours des minéraux dissous.
Dans les régions humides, la pluie lessive ces minéraux vers les couches plus profondes. Au Sahel, l'évaporation élimine l'eau et laisse les sels s'accumuler autour des racines. Les terres irriguées nécessitent un drainage. Un réseau de canaux secondaires doit évacuer l'excès d'eau et maintenir la nappe phréatique à une profondeur suffisante. L'eau drainée contient des sels et son traitement doit être contrôlé, car son rejet direct dans les lacs ou les rivières peut dégrader d'autres écosystèmes. Une production agricole intensive ajouterait des engrais, des pesticides et des déchets organiques. Si ces substances atteignaient le lac Tchad, elles stimuleraient la prolifération excessive d'algues et de plantes aquatiques. La décomposition consommerait de l'oxygène et nuirait aux poissons et aux autres espèces. La restauration du Sahel dépendrait donc d'une agriculture adaptée aux régions arides. Les cultures résistantes, la rotation des cultures, l'irrigation localisée, l'agroforesterie et la conservation des sols seraient plus précieuses que la simple expansion des grandes monocultures. Il serait également nécessaire de protéger la mobilité des éleveurs. Depuis des siècles, de nombreuses communautés déplacent leurs troupeaux au gré des pluies et de la disponibilité saisonnière des pâturages. La création de nouveaux champs et canaux pourrait bloquer les voies de passage traditionnelles et concentrer les animaux sur des surfaces réduites. Un corridor écologique mal conçu engendrerait des clôtures, des conflits et une perte d'accès à l'eau. Un système intégré préserverait les passages pour le bétail, les points d'eau et les zones de pâturage connectées. La vie qui retournerait au Sahara ne se limiterait pas à l'agriculture. Les zones humides saisonnières abriteraient poissons, oiseaux migrateurs, reptiles et insectes. Certains canaux pourraient devenir de nouveaux écosystèmes, tandis que d'autres faciliteraient la propagation d'espèces invasives et de maladies. L'eau permanente favorise la prolifération des moustiques. Les réservoirs et les canaux à faible courant peuvent également étendre l'habitat des escargots vecteurs de parasites. Les bénéfices agricoles devraient s'accompagner d'un suivi sanitaire, d'assainissement et de lutte biologique. Le scénario le plus réaliste serait celui d'une mosaïque villes approvisionnées, zones de culture intensive, forêts agricoles, pâturages restaurés et zones humides protégées. Des étendues arides, des dunes et des paysages désertiques continueraient d'exister entre eux. Cette mosaïque pourrait nourrir des millions de personnes sans altérer l'identité naturelle du Sahara. La grande transformation s'opérerait à ses abords, là où le désert avance ou recule selon l'équilibre entre l'eau, la végétation et l'activité humaine. Le Transaqua pourrait alimenter ce processus, mais il ne fonctionnerait jamais isolément. Le canal transporterait l'eau. Son rétablissement dépendrait de l'utilisation de chaque goutte après le franchissement de la ligne de partage des eaux. Le fleuve Congo possède un débit exceptionnel, et sa relative proximité avec les sources qui alimentent le lac Tchad rend le transfert d'eau techniquement envisageable. Des projets comme le Transaqua démontrent que cette idée dépasse le simple cadre de la fantaisie. Des tracés ont été étudiés, des propositions de barrages, de canaux navigables, de centrales hydroélectriques et de raccordements au fleuve Chari ont été formulés. Cependant, la capacité de construire un tel projet ne garantit pas son succès. L'eau devrait parcourir des milliers de kilomètres, traverser plusieurs pays et rester dans un système sujet à la sédimentation, à l'évaporation, à l'instabilité politique et à des coûts d'entretien élevés. Chaque barrage modifierait la dynamique des affluents du Congo, tandis que chaque nouvelle zone irriguée augmenterait la demande future. La principale limite réside dans l'échelle. Le Sahara couvre des millions de kilomètres carrés et perd d'énormes volumes d'eau par évaporation. Aucun canal ne pourrait transformer l'ensemble du désert en une étendue verdoyante, sans prélever des quantités susceptibles de gravement endommager le bassin versant. L'image d'un Sahara à nouveau recouvert de forêts, de lacs et de savanes relève d'une transformation climatique bien plus vaste que n'importe quel projet d'ingénierie. L'impact le plus réaliste se concentrerait au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Dans ces zones, un apport d'eau supplémentaire permettrait de stabiliser les zones humides, de restaurer les pâturages, d'étendre les surfaces agricoles et de réduire la vulnérabilité des communautés soumises à des sécheresses récurrentes. L'eau permettrait également la production d'électricité, l'amélioration de la navigation intérieure et la connexion de régions actuellement isolées. Ces avantages dépendraient d'une gestion rigoureuse. L'irrigation nécessiterait un drainage pour prévenir la salinisation. Les nouvelles parcelles cultivées devraient respecter les voies de transhumance et les écosystèmes naturels. Les réservoirs devraient faire l'objet d'un suivi sanitaire, et les pays concernés devraient s'entendre sur la répartition de l'eau, de l'électricité et des revenus générés. La protection du bassin du Congo serait également essentielle. Ces cours d'eau alimentent des forêts alluviales, des zones de pêche,
des tourbières et des communautés qui dépendent des crues saisonnières. Un prélèvement calculé uniquement sur la base d'un débit moyen ignorerait des fonctions écologiques essentielles. Avant la construction du canal, il serait nécessaire de déterminer la quantité d'eau pouvant être prélevée à chaque saison sans compromettre la stabilité du système. La réponse finale tient compte de deux réalités. Le fleuve Congo pourrait contribuer à revitaliser les régions dégradées du Sahel, à alimenter le lac Tchad et à créer des corridors productifs aux abords du Sahara. Toutefois, son débit est insuffisant pour reboiser durablement l'ensemble du désert. L'avenir de la région dépendra probablement d'une combinaison plus large de facteurs. Le transfert d'eau pourrait être mené conjointement avec la restauration des sols, l'agroforesterie, la collecte des eaux de pluie, l'irrigation efficace, l'énergie solaire et la gestion durable des aquifères. Aucune mesure isolée ne permettra de relever le défi que représentent le climat, la pauvreté, la croissance démographique et la dégradation de l'environnement. Le projet Transaqua constitue l'une des décisions les plus importantes que l'Afrique puisse prendre concernant son propre territoire. Sa construction relierait deux des plus grands bassins fluviaux du continent et modifierait des territoires pour des générations. Mise en œuvre avec des connaissances scientifiques, une coopération internationale et dans le strict respect des contraintes environnementales, ce projet pourrait transformer une partie du Sahel. Réduit à un simple projet de prélèvement d'eau, il ne ferait que déplacer la crise d'une région à l'autre. Le Congo conserve la capacité d'alimenter une reprise limitée et stratégique. La véritable question n'est plus de savoir si l'eau peut atteindre le Sahara, mais si les sociétés chargées de la canaliser peuvent l'utiliser